Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Bismart à 11h le matin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec cette question: comment gouverner autrement? Comment gouverner à l'ère du numérique? Ce sera le sujet de l'interview avec Franck Escoubès dans quelques instants. Il a publié un livre très intéressant à ce sujet. Et puis, le cœur de cette émission lui sera dédié aux crypto-monnaies. Il s'en crée une trentaine par jour depuis le mois de janvier. C'est absolument phénoménal. Alors quel est le moteur et le sens surtout de cette suractivité dans le monde des devises et des cryptos actifs? On en parle avec deux experts dans le TED Talk. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les données personnelles avec la question encore au cœur des préoccupations, à savoir la souveraineté numérique, comment la France et l'Europe peut s'y retrouver au milieu des États-Unis et de la Chine. Et puis on conclura par notre séquence Et demain, une innovation dans le domaine de la santé, avec un robot miniature capable de nager dans un vaisseau sanguin et donc d'aller déboucher nos artères. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va s'intéresser à comment gouverner autrement à l'ère du numérique. On est entré dans cette phase de campagne pour la présidentielle. C'est l'occasion de revenir donc sur cet ouvrage qui est paru en juin ou en mai dernier, je crois, avec l'un de ses auteurs, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. Bonjour Franck Escoubès. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de la société Bluenove, spécialisée en intelligence collective massive et en démocratie participative. Et vous avez publié donc cet essai avec Gilles Proriol, qui est lui le fondateur de Cognito, une société de conseil et d'analyse des démarches participatives et collaboratives. Donc on a compris pour vous la clé de la nouvelle démocratie, c'est gouverner avec le citoyen. Vous appelez à un renouveau de l'engagement justement citoyen en politique pour cette présidentielle 2022. Mais je dirais, on n'a sans doute jamais eu autant d'outils à notre disposition, nous les citoyens, pour porter notre voix, débattre et exprimer nos opinions. Est-ce qu'on peut parler vraiment de démobilisation politique aujourd'hui en France et même dans le monde ? Oui, fondamentalement, je pense que les formes de mobilisation, en tout cas, ont énormément évolué et se sont fragmentées. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en pleine campagne présidentielle et on a tous les candidats qui vivent, me semble-t-il, sur le mythe du citoyen électeur qui attendrait d'opter pour tel ou tel candidat à la dernière minute, avec cette zone autour des indécis. Mais il n'y a pas de démobilisation, on n'a jamais autant parlé de politique. Enfin, encore là, ce week-end, on attend un mouvement national des routiers qui se calque d'ailleurs sur ce qui s'est fait au Canada, le convoi des libertés, pour être entendu, pour porter des messages auprès des politiques. Donc les citoyens sont très mobilisés, et notamment à travers les réseaux sociaux, ils savent mieux s'organiser. Alors, il y a d'abord une frange de la population qui est objectivement en pleine démobilisation, c'est-à-dire une France qui décroche, qui est en sécession de la politique et qui, d'une certaine manière, lâche l'affaire, c'est-à-dire considère que, comme on est très mal représenté par le régime représentatif ou le système représentatif actuel, la politique, ça ne vaut plus le coup, je me désengage de cette préoccupation. C'est-à-dire pour vous, il y a une différence entre la mobilisation dans la rue, qu'on a pu voir aussi avec les Gilets jaunes, et la mobilisation politique. Bien sûr, parce que tout le monde d'abord n'est pas descendu dans la rue. Il y a notamment une frange importante des jeunes qui disent aujourd'hui, dans les enquêtes, qu'ils sont en désengagement. Il y a une enquête qui vient de sortir, publiée par l'Institut Montaigne, qui fait la démonstration qu'environ 25% des jeunes aujourd'hui sont totalement désengagés de la politique. Donc c'est une frange de la population conséquente. Il faut donc se poser la question de savoir comment les réengager. Ensuite, on a des citoyens qui s'engagent différemment, en effet, oui. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui le citoyen surveillant, le citoyen vigile ou vigilant, celui qui va observer, évaluer, être lanceur d'alerte, exprimer un contrôle sur la vie parlementaire ou le travail parlementaire. Donc ça, c'est une nouvelle génération de citoyens qui sont engagés avec un rôle d'observateur actif. Oui. Et puis vous avez, dernier cas de figure, des citoyens encore plus engagés, mais en dehors des partis politiques et en dehors des configurations classiques de la vie démocratique, qui vont être beaucoup plus interventionnistes
Le dernier exemple en date étant la primaire populaire, où vous avez des citoyens qui disent non, on va faire notre propre primaire, parallèlement aux primaires officielles des différents partis, parce qu'on n'a plus confiance dans le système représentatif classique. Donc on ne peut pas dire que ces citoyens-là sont des citoyens électeurs classiques. Ils n'attendent pas gentiment d'être convaincus par un candidat ou par un autre au travers d'une réforme ou d'un projet qui serait miraculeusement donc on est d'accord parlant. pour dire qu'il y a vraiment un mouvement prêt à s'engager, en tout cas citoyen et des citoyens proactifs, vous l'avez dit. Mais vous faites aussi constat d'une crise de la liberté d'expression. Et là aussi, ça interroge, parce qu'on se dit, mais on a tout le loisir d'exprimer nos opinions aujourd'hui. Alors, la liberté d'expression, elle est indissociable du médium que l'on utilise. Le médium est le message, comme on le sait depuis des décennies. Et ce n'est pas au sein d'un média que j'expliquerai ça. Et quand on a aujourd'hui comme quasi exclusif moyen d'expression les réseaux sociaux, qui n'ont pas été conçus pour être une tribune du débat public, une tribune du débat politique, eh bien, on vit avec les limites intrinsèques de ces médias. Donc la liberté d'expression, elle est complètement corrélée aux outils qu'on utilise. Quand vous voyez combien Twitter est même dénaturé dans ses usages, parce que dès lors qu'il s'agit d'exprimer un tout petit bout d'argumentation ou de nuance, on dénature l'usage de Twitter en tweetant à répétition sur un fil, on voit bien que les outils ne sont pas à la hauteur. Donc, et vous parlez de polarisation, en fait, qui fait que le dialogue n'est plus possible. En fait, c'est une fausse liberté d'expression, c'est ça ? C'est une liberté d'expression sauvage, c'est-à-dire qui s'exprime tous azimuts et dans une culture, en effet, qui est une culture de l'instantanéité, une culture du clash, une culture de l'insulte et de l'offense, et qui ne peut pas être l'espace d'expression idéal pour un débat public. C'est la raison pour laquelle il faut inventer un espace qui soit caractérisé pour le débat public et notamment un espace digital. Ce qui veut dire que gouverner aujourd'hui à l'ère du numérique, ce ne serait pas réagir à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, c'est avoir en effet d'abord une relation un peu différente à l'information. On parle dans le livre de cette notion de crise cognitive en disant que le citoyen est aujourd'hui dans une quasi-impossibilité de formuler un argumentaire politique face à des grandes questions de société, tout simplement parce que l'information, même si elle est partout, elle est en réalité nulle part. C'est-à-dire qu'elle est nulle part dans toute sa cohérence, dans toute sa complexité et dans toute sa nuance. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour un citoyen de s'informer correctement. C'est la raison pour laquelle, dans la Convention citoyenne pour le climat, sur quasiment 10 mois de Convention citoyenne, on en a passé 8 ou 9 à former les citoyens. Donc on voit bien le déficit de départ, d'une certaine manière. Donc il y a un vrai sujet qui consiste à réinventer l'accès à l'information. Les médias ont un rôle à jouer, les réseaux sociaux doivent se réinventer totalement, ou peut-être pas se réinventer, mais tolérer qu'il y ait d'autres espaces d'expression en parallèle. Et puis la question d'Internet est effectivement un peu problématique. On touche à ce sujet dans le livre en disant que le primat d'un seul et unique moteur de recherche aujourd'hui, qui est le moteur de recherche de Google, pose question. Alors vous appelez justement à la création d'un web politique, mais qui serait très différent en fait du web d'aujourd'hui. Donc qui serait beaucoup plus souverain, c'est-à-dire qu'on pourrait y trouver des technologies françaises, européennes, qui nous permettraient d'organiser une nouvelle forme de débat démocratique. À quoi ça ressemblerait ? Oui, on pose la question dans le livre de cette idée de faire émerger en France une filière d'excellence autour du débat public et singulièrement du débat digital, de la démocratie digitale. En disant que pour qu'un vrai débat public... C'est une démocratie digitale ralentie et frugale. Oui, ralenti parce qu'il faut du temps pour débattre. On a observé notamment au travers d'une multitude d'enquêtes que le débat ne fait pas changer d'avis la plupart du temps. Ce qui fait changer d'avis, c'est le temps. Donc il faut jouer avec ces temporalités, c'est-à-dire considérer qu'un grand débat national sur 2 mois n'a pas grand sens. Parce qu'on ne convertit pas, on ne change pas d'opinion sur des temps aussi courts. Ce qui fait changer d'opinion, c'est une confrontation continue à un certain nombre d'arguments contraires. Et au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, on peut peut-être éventuellement changer d'avis. Donc il faut en effet dilater
les temps de débat et permettre l'expression de ce débat sur un espace digital qui soit conçu pour ça, c'est-à-dire avec des technologies qui pourraient être des technologies souveraines, qui seraient des technologies de traitement automatisé du langage, de représentation, de cartographie des différents consensus et controverses. Ce sont des technologies qui aujourd'hui existent en bribes. Est-ce qu'on les a, oui, ces outils? Voilà. On en est encore à un stade un petit peu exploratoire sur ces outils, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait donner un coup de booster à ces technologies qui pourraient devenir des technologies françaises ou européennes et être les pièces fondamentales d'un web politique à inventer. Ce seraient des briques technologiques qui pourraient ressembler à ce qu'on retrouve chez Wikipédia, parce que vous le citez un peu comme une référence, un exemple de ce qui a pu fonctionner en matière de collaboration citoyenne, avec aussi, vous pointez du doigt quelques limites. Oui, parce que le modèle Wikipédia, c'est évidemment le modèle de référence systématique. C'était une véritable innovation en 2001 quand la plateforme est née. Je pense que c'était c'est un succès. Et c'est un succès. C'est une vraie réussite. Ça a été un succès un peu plus fort dans les 2000 que ça ne l'est aujourd'hui. On a quand même une désaffection aujourd'hui des contributeurs, des rédacteurs de Wikipédia. Ce ne sont que quelques dizaines de milliers de personnes qui alimentent l'ensemble des millions d'entrées dans l'encyclopédie. Donc il faut relativiser la massivité de l'intelligence collective à l'œuvre et de l'engagement. Mais ce que l'on dit, c'est que Wikipédia a fait son œuvre et a surtout été un formidable benchmark, une référence incontournable, mais qu'aujourd'hui, les technologies sont bien supérieures à celles de l'écriture collaborative telle que Wikipédia peut l'offrir. Qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a des technologies de reconnaissance sémantique, d'extraction d'idées rares, de choses qui permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin que simplement de co-rédiger sur une page web un contenu partagé. Bon, alors, si vous voulez avoir davantage l'impression de pouvoir agir dans la démocratie, je vous invite à lire cet essai, cet ouvrage de Franck Escoubès et Gilles Proriol, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de notre talk. On va s'intéresser maintenant à la multiplication, la démultiplication, j'ai envie de dire, des crypto-monnaies. Alors, des nouvelles crypto-monnaies apparaissent régulièrement, frénétiquement même, depuis ce début d'année. Pourquoi et dans quel but? Quel est l'intérêt? On en parle avec Éric Manceau, cofondateur et président de Wifundia et Refundia, qui sont deux plateformes qui proposent un nouveau mode de financement des entreprises non cotées en tokenisant leurs actifs. Et vous êtes membre aussi de l'ADAN, qui rassemble les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe. À côté de vous, Thomas Lanaut, directeur commercial Europe de BSO, un fournisseur de solutions d'infrastructure haute disponibilité pour des activités critiques, notamment donc les places financières et les échanges en crypto-monnaie. Alors, question pour l'un ou l'autre. Bonjour, bonjour déjà. Il paraît donc que plus de 1000 nouvelles crypto-monnaies seraient apparues sur le marché en janvier 2022, ce qui fait quand même 33 nouveaux actifs ajoutés chaque jour. C'est une statistique qui nous vient de CoinMarketCap. Ça semble absolument délirant. D'abord, quel est votre sentiment là-dessus et comment vous pouvez l'expliquer? Alors, effectivement, il y a un véritable engouement. Alors, je ne connais pas ce chiffre-là en particulier, mais on est quand même... Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 crypto-monnaies. Mais il serait plus juste de parler de crypto-actifs. Parce que globalement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément strictement des monnaies. Ça peut être des jetons de gouvernance, des NFT, mais surtout, ce sont des actifs d'entreprise. Et dans ces nouvelles cryptos, il faut peut-être un peu faire attention parce que la globalité quand même de la capitalisation boursière de ces cryptos, c'est à peu près, au plus haut, c'était 3 000 milliards quand même. Mais les deux premières représentent 60%. Et les deux premières, j'imagine qu'il y a Bitcoin. Et donc, c'est bien Bitcoin que tout le monde connaît. Et il y a vraiment un engouement, mais il n'y a pas un changement fondamental. Et la grande deuxième, partie, Ethereum, exactement. Okay. Après, vous avez l'USDT, le Tether, vous trouvez Cardano. Ah, ils sont dans le 15e, il faut remonter un peu plus haut, et c'est malheureusement. Mais globalement, il y a un véritable engouement, et je dirais, ce que je voulais dire, c'est
Aujourd'hui, même en France, j'ai une statistique intéressante qu'on a fait avec la LADAN et le KPMG. 8% des Français ont des jetons numériques, ont des cryptoactifs. Et c'est plus que les nombres d'utilisateurs ou d'investisseurs en bourse en France. 8% des Français, des adultes, c'est quelle tranche c'est de la effectivement population? plus de 18 ans, tous les adultes. Voilà. Tous les adultes, mais ça fait quand même, c'est un chiffre assez conséquent, assez surprenant. Oui, effectivement, et on prévoit un doublement tous les ans du nombre de détenteurs de ces cryptoactifs. Donc oui, c'est un phénomène. Et alors vous qui travaillez sur les infrastructures, vous voyez passer ces échanges. Est-ce que vous constatez aussi des flux beaucoup plus massifs, importants, régulièrement? Quel est le type de croissance que vous constatez? Oui, bien sûr. Alors nous, on a coutume de dire qu'on est les plombiers de la finance, c'est-à-dire qu'on va faire passer sur notre réseau des flux boursiers. Et on a assisté depuis quelques années, depuis 3-4 ans, à un changement de paradigme, c'est-à-dire l'évolution de ces crypto-monnaies, donc qui sont de plus en plus nombreuses, avec des liquidités différentes de ces crypto-monnaies en fonction des places de marché sur lesquelles elles sont traitées. De la même manière, c'est un marché très fragmenté, puisqu'aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, si on compte 30-35 hubs financiers très importants, les plus importants, on a à peu près 450 places de marché digitales pour échanger les crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une finance plus décentralisée qu'avant, mais d'un autre côté, vous me dites finalement les crypto-monnaies, on en a 17 000, mais tout se concentre sur les deux premières. Alors, effectivement, on s'aperçoit que l'essentiel des volumes représente les crypto-monnaies les plus échangées, donc Bitcoin, Ethereum et les monnaies. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire la place de marché classique finalement? Si, c'est une transposition en mode décentralisé de ce que l'on connaît déjà, donc c'est en ce sens un changement de paradigme. Mais pas si décentralisé que ça finalement. Alors, c'est là où je veux en venir. Alors effectivement, puisque toute l'apparition des crypto-monnaies ou cryptoactifs dont on parlait ne sont pas créés sur les exchanges, les places de marché centralisées. Les plus importantes seraient Kraken, Coinbase, Binance, dont on entend parler dans les médias. Ces tokens sont listés, ces cryptoactifs sont listés sur des échanges décentralisés. C'est là où se fait toute la différence, c'est-à-dire que n'importe quel projet, n'importe quelle organisation, on parlait d'organisation décentralisée, peut créer son propre token de gouvernance ou son propre token qui est une sorte de titre de propriété du projet sur un exchange décentralisé, donnant ainsi accès à n'importe quel investisseur dans le monde entier, et là il n'y a même plus de frontières, à ce projet. Donc là c'est véritablement un changement de paradigme, puisque... Ouais. Voilà. Et ça explique aussi l'effervescence, c'est-à-dire que si on dit qu'on a 33 actifs créés chaque jour, ça veut dire qu'il y a une vraie attente, une vraie demande? Oui, je pense que vous avez raison, il y a une vraie attente. Tout à l'heure, je citais le chiffre de 8% déjà d'utilisateurs. Il y a 30% donc en plus des adultes qui souhaitent investir dans la crypto-monnaie. Donc il y a un véritable engouement. Et ce qu'expliquait très bien Thomas à l'instant, c'est en fait on crée une communauté. En fait, c'est une communauté d'investisseurs sur son projet. En fait, à chaque fois que vous créez une crypto-monnaie, vous créez un projet. Et alors, il y a une grande partie des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont listées. Ça ressemble un peu à des... Effectivement, c'est une bourse. Un index, c'est une bourse. Pour être très simple, même si c'est un crypto-actif et pas reconnu comme un titre financier. Mais ça y ressemble beaucoup. Mais avec ça, vous arrivez à constituer votre communauté. Vous arrivez à vous développer, mais une grande partie, aujourd'hui, quand même, il y a un vrai changement. On est en train de basculer dans la token économie et on est passé de l'étape 1 où on avait des crypto-monnaies qui servaient, en fait, ça permet de monétiser des échanges, des services. Et là, on est en train de basculer dans l'étape 2, la token économie, où vous avez la monnaie qui va vous permettre d'acheter des biens et des services dans le monde virtuel. Alors, on parle de métaverse, on parle des NFT. Aujourd'hui, dans les NFT, on fait des œuvres d'art. En fait, en gros, c'est une empreinte numérique d'un titre, ou plutôt d'une œuvre numérique. Et globalement, le marché des NFT, c'est 20 milliards. Le marché pour 2021. Et ne serait-ce que pour l'art, c'est 2 milliards. C'est énorme.
Et il y a une vraie progression. Et après, vous faites aussi Donc cette effervescence, pour vous, c'est pas juste un besoin de spéculation, parce que là, si vous parlez des NFT, des œuvres d'art qui sont vendues des millions de dollars, on n'est pas loin de la spéculation. Alors, après, on pourrait dire qu'il y a aussi un changement, c'est assez disruptif sur l'économie. Si on prend l'économie du jeu, par exemple, on part d'un monde très centralisé vers un monde décentralisé. C'est-à-dire qu'on est parti d'un principe où on va payer pour jouer. Ensuite, c'était gratuit pour jouer, mais finalement, c'était pay to win, donc il fallait payer pour gagner. Oui. Et maintenant, on parle de play to earn, donc jouer pour gagner. Ce qui revient au même. Alors donc avant, j'achetais aussi déjà des artifices qui me permettaient d'avancer plus vite, de gagner des niveaux, d'être plus fort. Sauf que ces artifices, ces skins, étaient achetés directement à l'éditeur. Donc on était très centralisé. Oui. Donc c'était des jeux comme... je ne me rappelle plus ce jeu, mais grosso modo... Fortnite, voilà, exactement, merci. Et aujourd'hui, on a assisté à une effervescence autour de ces nouveaux modèles, où vous allez jouer pour gagner des crypto-monnaies, qui vont vous permettre d'échanger ces crypto-monnaies du jeu contre des monnaies traditionnelles, ou des NFT, c'est-à-dire des skins, donc des artifices, ou des morceaux de terrain. Donc, on est en plein vraiment dans le changement de paradigme sur ce domaine. Et on peut parler d'un jeu comme Axie Infinity, qui aujourd'hui rassemble 350 000 joueurs quotidiens qui vont jouer à ce jeu. Et il y a quand même un intérêt éducatif et un intérêt pour permettre à des personnes dans des pays en voie de développement d'avoir des revenus complémentaires. Et en plus de ça... c'est une économie qui échappe aux éditeurs ? Alors, oui et non. Alors, on pourrait... oui pour le moment, mais c'est en train de changer, bien évidemment. Aujourd'hui, la capitalisation, la valeur du jeu Axie Infinity est de 4 milliards de dollars. Le jeu a 2 ans. Ouais. Ubisoft, qui opère depuis 35 ans, a une valeur de 6 milliards de dollars. Donc, très clairement, on assiste aujourd'hui au fait que tous les éditeurs et tous les investisseurs rentrent dans son domaine parce qu'ils voient bien qu'il y a un intérêt financier et surtout une demande des consommateurs. Si je reviens à la question vraiment de la crypto-monnaie, c'est-à-dire de la création de nouvelles devises, quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs ? On ne sait pas combien on en a exactement, des vraies nouvelles crypto-monnaies, mais quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs, d'en avoir autant ? Aujourd'hui, des monnaies, on en a par pays, même pas, maintenant, de moins en moins. Quel est l'intérêt de les démultiplier dans le monde de la blockchain ? En fait, les monnaies, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça répond à un espace de confiance d'une communauté et ça répond à une fonctionnalité. Et en fait, on cherche l'efficience sur cette fonctionnalité. Alors, il y a des monnaies qui servent effectivement, à acheter des biens et des services, mais il y a des monnaies qui permettent d'avoir des usages ou de transférer des biens immobiliers, des titres financiers. Et donc, ça va faire une unité de compte, mais ça permet de faire ces échanges. Alors, donc, c'est des monnaies vraiment dédiées à des usages, c'est ça ? Oui. En fait, on va parler... C'est vrai que l'erreur de parler de crypto-monnaie, ça réduit tout à fait les fonctionnalités. Parlons plutôt de crypto-actifs, comme je disais tout à l'heure, et ça ouvre beaucoup plus la diversité. Si je peux prendre un exemple que je connais bien, aujourd'hui, la financiarisation permet... En fait, on a besoin... Aujourd'hui, si on parle de la transformation climatique, oui. Effectivement, on a un vrai sujet. Comment on va passer en neutre en carbone ? Il y a nous, on connaît bien ce monde-là. On travaille depuis longtemps dans le secteur agroalimentaire et agricole. Mes parents étaient agriculteurs, je connais bien ce monde-là. Aujourd'hui, des agriculteurs peuvent séquestrer dans le sol du CO2. Et ce travail qu'ils font, il pourrait être justement rémunéré sous forme de crédit carbone qu'ils émettent et que des entreprises qui ont besoin d'être neutres en carbone puissent acheter. Tout ça, ça s'appelle le marché réglementé ou le marché volontaire des crédits carbone. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un token qui permet à la fois de financer cet investissement. Donc, il y a des investisseurs qui achètent ce token pour financer la transformation des agriculteurs. Si vous avez besoin pour ouvrir une nouvelle filière de bas carbone, d'élevage, par exemple, 100 000 euros par ferme pour 40 fermes, ça fait 4 millions. Et vous avez des investisseurs qui vont financer ça. Pourquoi ? Parce qu'ils auront une vraie visibilité, je dirais, sur l'impact
Parce que la vraie question, c'est le greenwashing. Ouais. Donc vous faites un token qui a une double face, à la fois financement et crédit carbone, et à chaque tonne de carbone séquestrée dans le sol par l'agriculteur, vous émettez un crédit carbone. Et qui sont achetés par un distributeur et qui peut vendre auprès de son consommateur. Écoutez, j'ai vraiment une démarche bas carbone. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la... Quand je parlais de token économie, on parle de tokeniser des biens immatériels, aussi des biens matériels. C'est ça qui ouvre beaucoup d'espaces nouveaux. Et je pense que les échanges de CO2, grâce à la technologie de la blockchain, seront peut-être plus sécurisés que ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années avec... Ah oui, il y a eu ce scandale. Oui, merci Thomas de prendre cet exemple. C'est tout à fait ça, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a une vraie origine. Il y a effectivement cet aspect de création de nouvelles monnaies pour des usages spécifiques. Mais moi, j'en ai noté une monnaie qui s'appelle Pi. Donc adossé au réseau Pi Network, qui compte visiblement déjà plus de 8 millions d'utilisateurs. Et là, l'intérêt, je dirais, justement, c'est lié sans doute au réchauffement climatique, mais l'intérêt, c'est d'avoir une monnaie qui est très peu gourmande en calcul, donc presque une crypto-monnaie verte, puisqu'elle repose sur une plateforme mobile. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur super puissant pour pouvoir miner de la crypto-monnaie. Avec Pi, on peut miner simplement à partir de son smartphone. Oui, effectivement. Vous ouvrez en fait le débat de savoir si la blockchain est énergivore. En fait, souvent, on confond l'utilisation de l'énergie et l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, quand l'essentiel du mining se faisait en Chine et utilisait des énergies carbonées, l'empreinte carbone était extrêmement négative. Aujourd'hui, il y a un réel intérêt, une réelle appétence des acteurs qui estiment qu'on n'est qu'au début de cette révolution autour de la blockchain et des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Il y a un véritable consensus aujourd'hui pour aller vers des énergies renouvelables, et on le voit bien dans tous les pays où l'ensemble du mining, où l'ensemble des ordinateurs qui constituent la blockchain, c'est-à-dire cette base de données distribuée qui comporte des milliers et des milliers d'ordinateurs, il y a vraiment un consensus autour de l'écologie et du fait que l'empreinte carbone soit la plus minime possible. Et encore faudrait-il comparer cette empreinte carbone avec d'autres écosystèmes traditionnels. Sans doute simplement, je faisais référence au fait que l'arrivée de nouvelles monnaies peut être aussi motivée par cette question énergétique. Alors effectivement, en l'occurrence Pi, et comme beaucoup de monnaies aujourd'hui qui apparaissent, ou de crypto-actifs qui apparaissent, ont une volonté de montrer qu'ils sont beaucoup moins énergivores que peut l'être le Bitcoin ou encore l'Ether aujourd'hui. Mais l'Ether est en train de changer. On a des protocoles qui permettent d'avoir des résultats en termes de consommation d'énergie bien moindres. Mais moi, je pense qu'il faut voir les choses, effectivement, il faut les comparer. Quand vous utilisez des infrastructures de paiement, vous faites tourner des ordinateurs partout dans le monde, et ça chauffe et ça consomme. Et un autre point que je trouve intéressant, et je pense que c'est intéressant aujourd'hui, quand vous produisez de l'électricité, vous êtes obligé de la produire constamment. Donc si vous ne la consommez pas, vous la perdez. Une autre façon de la stocker, c'est de miner, en fait, et de produire des crypto-actifs. Et vous pouvez les réutiliser ultérieurement. En fait, c'est une sorte de batterie de notre surplus de consommation énergétique. Je n'avais pas encore vu ça comme ça. Quels sont les secteurs ? En fait, c'est un patrimoine. Vous créez un patrimoine. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont les plus actifs, qui créent le plus de crypto-actifs ? Où est-ce que ça se passe en ce moment ? Bien, c'est essentiellement toutes les applications décentralisées autour de la blockchain Ethereum et éventuellement de la Binance Smart Chain, qui est un peu son pendant beaucoup plus accessible en termes de frais de transaction. Donc de plus en plus de projets s'y mettent. Et autour de quelques applications principales comme la finance décentralisée, donc le prêt-emprunt de monnaie cryptée pour des usages divers et variés, notamment le trading et des prises de position risquées sur les marchés. Le blockchain gaming dont on parlait, aujourd'hui il y a des dizaines de jeux qui se lancent sur les marchés, sur les différentes plateformes. Également tout ce qui est résolution d'incidents d'assurance, puisqu'on va pouvoir programmer
dans la blockchain Ethereum des scénarios. Donc ça aide à régler ce genre de problématique. Maintenant, ce qui est important de dire, et vous en parliez au début de l'émission, beaucoup de crypto-monnaies se créent et il y a beaucoup d'escroqueries. C'est-à-dire que ce n'est qu'une transposition du monde réel. Donc il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans, il y avait des schémas de Ponzi, il y en aura encore dans la blockchain. Donc souvent, on n'entend parler que de ça, parce que voilà, ça défraie la chronique. En 2021, 8 milliards de dollars ont été subtilisés. C'est encore rien par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un monde qui est non régulé encore, pas encore tout à fait régulé, pas assez régulé, et il faut faire attention à faire ses propres recherches avant d'investir. Très bien, donc quand vous voyez arriver une nouvelle crypto-monnaie, vérifiez quand même qui y a derrière, quelle est la plateforme qui la gère. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Éric Manceau, cofondateur et président de WeFondia et Refondia, membre de l'ADAN, et Thomas Lanaute, directeur commercial Europe de BSO. Merci pour vos éclairages sur ces crypto-monnaies. Merci. Juste après la pause, on va parler de données personnelles et de souveraineté numérique. Et voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. Dans cette deuxième partie, on va aller d'ailleurs découvrir un nouveau robot qui mesure quelques millimètres seulement. Il est capable de voyager dans notre corps pour aller déboucher nos artères. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. On va parler des données personnelles et de la souveraineté numérique avec Hervé Lejouan, qui est le fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Ravi de t'avoir en plateau. Bien sûr, moi aussi. Donc, voilà, tu voulais réagir à ces débats en ce moment sur la souveraineté numérique, les enjeux qui touchent nos données personnelles. Comment on fait pour cette Europe qui se retrouve coincée finalement entre la Chine et les États-Unis ? Oui, lorsqu'on parle en fait de souveraineté numérique, on parle de tous ces éléments et ces composants qui sont essentiels et qui sont cruciaux dans notre vie de tous les jours et qui vont éviter des ruptures de service brutales quelquefois. On a vu des exemples avec les Américains qui à un moment donné ont dit à Google d'arrêter de fournir Android à Huawei et donc d'un seul coup Huawei s'est trouvé sans système d'exploitation, mais aussi des fuites de données sensibles. Qui peuvent être préjudiciables à la fois à l'État et aussi aux individus, parce que les données, ça peut venir des entreprises, ça peut venir aussi des individus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en utilisant nos ordinateurs, nos tablettes, nos mobiles, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, tous ces éléments, finalement, on se rend compte que la plupart des données et de ces logiciels sont détenus par les Américains ou les Chinois. Alors, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes, et ça fait longtemps en France et en Europe qu'on a finalement, en quelque sorte, abandonné ces territoires, excusez-moi, ce terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, de ces applications critiques. Et on a laissé ça aux Américains et maintenant aux Chinois, et pour tout un tas de raisons. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait important de remettre un petit peu et de voir comment on peut revenir là-dessus. Surtout que les entreprises là, qui sont dans leur transformation numérique sont gourmandes de toutes ces nouvelles applications. Oui, les entreprises, on leur a demandé justement, et c'est normal dans ce monde d'évolution et de connexion, on leur a demandé d'aller vers ce qu'on appelle la transformation digitale et d'y aller vite. Ouais. Et là, elles ont regardé sur le marché ce qu'elles pouvaient utiliser comme outil. Et encore une fois, on se retourne vers des outils qui sont la plupart du temps soit américains, alors peu chinois dans les entreprises quand même, mais très américains. Bien qu'on a vu avec les antennes 5G qu'il y avait aussi les antennes Huawei. On a poussé la 5G très vite et il y a eu les antennes Huawei qui sont arrivées. Et ça, encore une fois, c'est du matériel chinois. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on en soit arrivé à cette situation ? Il y a plusieurs composants. Alors, je dirais que le premier, il est au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de vision, en fait, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, un manque de vision et un manque de volonté politique de considérer, en fait, que ces éléments en fait, et ces composants étaient stratégiques. C'est-à-dire que si on revient 25 ans en arrière, finalement, au moment où ça a démarré en Silicon Valley, c'est vrai qu'en France et en Europe, on ne regardait pas vraiment cela. C'est-à-dire qu'on se disait que ce n'était pas important, entre guillemets. On était encore un peu dans l'industrie et tout, mais on ne se disait pas que ça allait être des éléments clés. Donc on n'a pas investi. On n'a pas mis d'argent, il n'y a pas eu de volonté effectivement de se dire que c'était aussi stratégique que peut-être le nucléaire ou toutes ces énergies renouvelables. On ne s'est pas dit qu'effectivement demain, ce maillage et ce réseau Internet qui allait finalement être au cœur de nos vies serait quelque chose où il était important quand même que l'Europe et la France aient son mot à dire et aient le contrôle à minima d'un certain nombre de composants essentiels. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qui est lié à ça, c'est l'investissement.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une volonté globale, et au niveau français et européen, les fonds d'investissement n'ont pas suivi. Lorsque les Chinois et les Américains investissaient des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars dans des startups, pour justement faire ces technologies et développer ces technologies. Google est né en 98, Amazon en 97, enfin on voit bien Microsoft bien avant. Donc, lorsqu'ils investissaient, nous, on n'investissait rien du tout. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre, ça a commencé un petit peu en 2010, et il a fallu attendre 2012 pour qu'on voit... Il y a quand même la bulle Internet en 2000, mais c'était sur des projets qui n'étaient pas des projets technologiques. Voilà, ce n'étaient pas des projets technologiques. Et encore une fois, en Europe, à ce moment-là, sur la bulle Internet, il n'y a pas eu des investissements de centaines de millions de dollars dans des startups, vous voyez. Donc, et puis derrière, finalement, on se retrouve avec un mélange, en fait, entre ce problème de politique, ce problème d'investissement, qui a abouti à du retard, tout simplement, européen, et au fait que maintenant, la seule chose qu'on sache faire, je vais un peu exagérer mon propos, mais c'est soit de mettre des amendes, soit de faire de la loi. C'est-à-dire, on a fait le RGPD pour effectivement le contrôle de la donnée personnelle, et ce qui est très bien d'ailleurs, puisque c'est une loi, une régulation qui a été reprise dans plein d'endroits au monde. Mais derrière, on met des amendes à Google, on met des amendes à Facebook, mais en fait, très bien, il le faut bien entendu lorsqu'ils dépassent les bornes, mais au final, ça serait mieux d'avoir des alternatives en France et en Europe, dignes de ce nom, qui ferait qu'il n'y a pas un monopole de fait de ces acteurs. Donc, selon toi, la proposition pour renverser cette tendance, ce serait investir ? Ça serait de continuer, ça serait d'investir. Alors j'ai lu ce matin qu'effectivement l'Europe venait de déployer 32 milliards, souhaitait déployer 32 milliards d'euros pour les semi-conducteurs. Donc, très bien. Et ça, c'est très bien. Et donc, d'ailleurs, le PDG d'Intel dit « Ah oui, l'Europe va revenir dans la course. » J'espère. Mais au final, oui, il faut investir. Il faut qu'il y ait une volonté européenne. Aujourd'hui, les fonds d'investissement sont locaux. Ils ne sont pas européens. Lorsqu'il y a un fonds français, il est lié à une taxation française. Il n'est pas lié à une taxation allemande ni européenne. Donc, en fait, on se rend compte que le fonds français travaille pour la France. Il va rarement investir dans une société allemande ou une société espagnole. Comme en Allemagne, les fonds ne vont pas investir. Donc, il y a un problème d'échelle, en fait, en termes d'investissement des fonds. Et on se retrouve souvent avec des sociétés qui, au final, lorsqu'elles veulent aller en levée de fonds sur des séries C ou D pour lever des dizaines, des centaines, voire un peu plus de millions de dollars, d'un seul coup, hop, il y a des Américains qui arrivent. Et puis ça se termine assez souvent par une vente soit à des Américains, soit à des Chinois. Et c'est là où, au final, on devrait continuer d'investir pour que ces sociétés, ne soient pas rachetées lorsqu'elles sont stratégiques, et faire attention aussi lorsqu'il y a des demandes d'achat, finalement, où il y a des envies d'acheter de PA sur des sociétés, de faire beaucoup de contrôles. Je sais qu'il y a des contrôles au niveau français pour justement des aspects stratégiques, mais il faut les étendre. Il faut les étendre pour éviter qu'un certain nombre de pépites partent. Parce qu'effectivement, pour Google, Facebook et Microsoft, c'est très facile d'acheter une société. En une semaine ou 2 semaines, ils cassent une société en la rachetant très cher. Donc financer et protéger. Financer et protéger. Et puis, il y a au niveau du citoyen, faire en sorte d'éduquer pour le contrôle de la donnée, pour justement cette protection de la donnée, parce qu'on sensibilise pas assez dans les plus jeunes âges. Et quelque part derrière cette souveraineté numérique, il y a la notion de souveraineté citoyenne, c'est-à-dire moi en tant que citoyen et toi en tant que citoyenne, comment justement on a cette sensibilisation à la protection et finalement au contrôle de ces données personnelles. Et au choix qu'on va faire dans l'utilisation de nos applications. Absolument. Merci beaucoup Hervé Lejoin, donc fondateur de Privoni, d'être venu sur Paris pour nous parler de ces sujets de souveraineté et de données personnelles. À suivre dans Smart Tech, c'est notre séquencé demain. On va refermer cette édition avec un robot qui débouche les artères. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Cette fois, il s'agit d'une nouveauté dans le domaine de la santé que l'on découvre avec vous, Cécilia. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, il s'agit d'un minuscule robot capable de se déplacer, de nager dans les vaisseaux sanguins. Et il a une mission, ce mini-robot, déboucher nos artères. En fait, il a été conçu pour pouvoir à terme réaliser ce qu'on appelle une thrombolyse. C'est un traitement médical qui va venir dissoudre un caillot sanguin après un AVC. Alors c'est une innovation en fait qui constitue véritablement une procédure complète qu'on va découvrir ensemble et qui a été publiée par l'université chinoise de Hong Kong.
Alors déjà, à quoi ressemble-t-il ce robot, cette innovation? Mais c'est un minuscule robot hélicoïdal, c'est-à-dire qu'il ressemble véritablement à une vis, vous savez, les mêmes vis qu'on va utiliser pour accrocher, pourquoi pas, un tableau au mur. Et c'est un dispositif qui a d'abord été testé sur une veine artificielle, mais remplie de vrai sang, du sang de porc, et je le précise encore, c'est vraiment microscopique, hein, ça fait 7 mm sur 2. Et alors, comment se déplace-t-il? Alors, il se déplace grâce aux aimants. Tout fonctionne avec des aimants, c'est ça qui est assez intéressant. Il a un mini-aimant placé au bout de sa forme, quoi. Et il y a 3 aimants à l'extérieur qui sont plus grands et qui vont être maintenus comme ça par, pourquoi pas les chirurgiens, en tout cas les personnes qui manipuleront ce dispositif. Et donc, ces gros aimants vont guider ce robot hélicoïdal, le mettre en mouvement, le faire tourner tout le long de son processus pour l'accompagner jusqu'au caillot qui est la cible de ce dispositif. Et ce qui est important de préciser, ce qui est intéressant, c'est qu'il se déplace dans une veine avec du sang pulsatile. C'est difficile parce que pulsatile, ça veut dire que le sang est au rythme des battements du cœur. Donc le mouvement il est régulier, mais il n'est pas facile à suivre. Il est aussi capable de se déplacer à contre-courant pour aller dans n'importe quelle direction. Alors il ne se déplace pas à l'aveugle, ce robot. Dans la procédure, on a rajouté l'utilisation d'un Doppler. C'est un dispositif déjà connu, un dispositif d'échographie vasculaire. Donc, il utilise l'ultrason pour obtenir une image. Donc là, on utilise le Doppler pour suivre le parcours de cette vis robotique, si j'ose dire. Et donc, grâce aux ultrasons, on sait toujours exactement à quel endroit dans le corps il se déplacera. Et donc, une fois qu'il est arrivé à destination, il est capable d'éliminer, lui, le caillot. Hyper efficacement, grâce à cette forme hélicoïdale, puisqu'il est toujours en mouvement. Donc, en avançant, il ne va pas pousser et boucher, ce qui peut être un risque d'aggraver la situation. Non, il va creuser, en fait, littéralement, ce caillot. Donc, ça présente plusieurs avantages. D'abord, cette taille microscopique, ça va éviter d'endommager la veine elle-même, qui est un cas récurrent dans ce genre de procédure. Et puis, en plus de ça, c'est une procédure extrêmement peu invasive pour le patient, ce qui veut dire qu'on pourra réduire le temps de convalescence. Et puis cette techno, une fois qu'on a vu qu'on pouvait l'amener d'un point A à un point B, on pourra aller plus loin et lui faire apporter un médicament ou une cellule souche dans le cadre du traitement contre le cancer. En fait, les applications vont être assez larges, mais pour ça, bien sûr, il faudra passer d'une veine artificielle à une veine du corps humain, et ça, c'est la prochaine étape des chercheurs. Et prochaine étape on n'en sait rien pour l'instant, parce que là, il faut qu'ils avancent encore sur le travail avec le sang, augmenter aussi le rythme du sang qui circule, mais a priori, d'ici la fin de l'année, ils pourront passer le cap sur une veine humaine, pas dans un corps humain, ça ce sera encore l'étape suivante, mais les essais cliniques, vous le savez, sont extrêmement longs à mettre en place. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smartech, on a parlé de mobilisation démocratique aujourd'hui dans Smartech. Demain, de nouveaux sujets à suivre sur la chaîne Bismart, on sera en direct dès 11h le matin et sinon sur les réseaux sociaux et en podcast quand vous voulez. Excellente journée à tous.